Bonjour et bienvenue à cette seconde leçon sur le langage Scheme. Nous allons regarder aujourd'hui les expressions Lisp, comment elles sont structurées et comment elles s'évaluent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le langage Lisp, et donc le Scheme aussi, c'est un langage qui est basé sur la manipulation de listes. Alors, ces listes sont constituées finalement d'expressions entre parenthèses. Alors, si on va plus à profond sur les définitions, on va appeler atome tout nombre, chaîne de caractère ou symbole qui se trouve à l'intérieur d'une expression. Une expression, elle, se définit comme étant soit un atome ou soit une liste, et une liste est une série d'expressions entre parenthèses. Alors, ce sont tous des définitions liées entre elles, mais finalement, la structure est assez simple. Alors, vous avez ici l'exemple de ce qu'est une liste en Scheme. Alors, vous voyez qu'on a ici des atomes, le plus, le 3, le 6. Le SQRT est aussi un atome parce que c'est un symbole. Et puis, on utilise des parenthèses pour représenter les différents éléments de notre liste. Alors, dans ce cas-ci, on a une liste qui est constituée de trois éléments, le plus, le 6, et au milieu, on a une autre liste qui est un des éléments de la liste principale. Et cette liste-là est constituée de deux atomes, le SQRT et le 3. On va noter que la liste vide est un cas spécial. La liste vide se représente aussi comme une liste, mais aussi avec le symbole ou l'atome nil qui représente donc aussi la liste vide. Donc, on peut dire que la liste vide, c'est la seule expression qui est à la fois une liste et un atome. Euh, on va aussi avoir, comme c'est le cas pour le SQRT, dans nos listes, on va avoir des fonctions. Alors, ce qui est important, c'est qu'en Lisp, on considère les fonctions comme étant ce qu'on appelle un first class data, c'est-à-dire quelque chose qui peut être créé, qui peut être affecté à des variables, qui peut être évalué. On peut passer en paramètre des fonctions, on peut retourner des fonctions. Alors, en Lisp, les fonctions se manipulent comme on manipule n'importe quelle variable. Justement, c'est important de comprendre le rôle spécial que jouent les fonctions en liste et ça s'explique en présentant la règle d'évaluation. Alors, comment on évalue une expression liste? D'abord, les constantes, elles vont s'évaluer pour ce qu'elles sont. Alors, si j'ai une variable A qui a été évaluée à 3, alors A va s'évaluer à 3, bien sûr. Euh, alors, par contre, les listes, quand on arrive à évaluer une liste, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le premier élément de la liste. Et pour pouvoir être évaluable, notre liste, ben, il faut que ce premier élément-là s'évalue à une fonction. Alors, ça peut être directement un symbole qui représente une fonction, comme dans le cas ici, le SQRT représente la fonction racine carrée. Alors, on a pour cette sous-liste-là, on a bien la condition que la première expression de la liste s'évalue à une fonction. Donc, cette sous-liste-là est évaluable. Même chose pour la liste principale. La première expression, c'est l'atome plus qui représente la fonction d'addition. Donc, on a encore une fois la condition remplie. Donc, on va pouvoir évaluer cette liste-là, puisque le premier élément, la première expression dans chaque liste, s'évalue à une fonction. Quand je dis s'évalue à une fonction, parce qu'on pourrait avoir comme premier élément d'une liste une expression qui serait une liste et qui retournerait une fonction. À ce moment-là, on utiliserait cette fonction-là pour évaluer la liste résultante. Alors, une fois qu'on a obtenu la fonction comme étant le premier élément de la liste, tous les autres éléments de cette liste-là, toutes les autres expressions dans cette liste-là vont être utilisées comme des paramètres qui vont servir à évaluer la valeur de cette expression-là. Alors, évidemment, dans mon exemple, le SQRT 3, on va évaluer donc la racine carrée de 3.
qui va être retourné par cette liste-là après son évaluation, et on va additionner le 6 à ce résultat de racine carrée de 3 pour obtenir l'évaluation globale de l'expression. Alors ça, c'est la règle d'évaluation fondamentale de LISP. Alors, ce qu'on va voir, c'est que finalement, une session liste, ça va constituer tout simplement à évaluer des listes, à évaluer des expressions qui sont sous forme de listes. Alors, voici l'interpréteur Scheme tel que fourni par l'application Dr. Racket. La première chose qu'il faut faire, c'est de s'assurer que le langage en opération est bien le Scheme. Alors, il faut vérifier qu'avec l'instruction lang, c'est le Scheme qui est bien spécifié. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser l'interpréteur interactif sur la fenêtre du bas. Et là, on peut entrer n'importe quelle expression et cette expression-là sera évaluée selon le modèle d'interprétation des expressions de Scheme. Alors, si j'écris par exemple plus 2, 3, et bien évidemment, je vais avoir mon résultat. Alors, mon Scheme devient vraiment une console interactive pour laquelle je peux tester n'importe quelle expression qu'on va voir dans le reste du cours. Alors, on a parlé de la racine carrée, par exemple. On peut aussi utiliser celle-ci afin d'obtenir les résultats qu'on veut. On peut, comme on le dit, on peut aussi combiner des expressions ensemble. Alors, si je fais moins SQRT, 9, et puis une valeur comme ça, bien, évidemment, mon expression va être évaluée complètement. Okay? En évaluant d'abord chacun des termes, en s'assurant que la première expression dans la liste s'évalue aussi à une fonction. Alors, tout ça va me mener au résultat souhaité. Vous allez remarquer que dans la partie du haut, c'est lorsqu'on veut s'écrire un programme et on veut l'exécuter par la suite. Alors, je peux, et on va voir ça, on pourrait définir des fonctions ici. C'est ce qu'on va voir au prochain cours. Mais donc, je peux mettre ici n'importe quel programme liste qui est appelé à être évalué éventuellement. Alors, pour le moment, on va se mettre une simple expression. Voilà. Alors, ça, c'est mon programme qui est prêt à être utilisé. Alors, si je veux exécuter ce programme-là, eh bien, je fais tout simplement un run pour obtenir le résultat. Alors, bien sûr, il y a aussi la possibilité d'ouvrir un fichier Scheme et donc de le charger dans cette fenêtre-là et par la suite de l'exécuter. Alors, on a dit que la session liste, c'est tout simplement une série d'expressions qui sont évaluées. Alors, vous avez compris l'évaluation, quand on a des expressions mathématiques, on appelle ça une notation préfixée parce que dans une notation préfixée, il faut mettre les opérateurs avant les opérandes. Alors, quand je veux écrire une expression du genre 3 plus 4 fois 5, alors quand je l'écris sous forme de liste, il faudra que je mette le plus, les deux arguments qui sont le 3 et le 4 fois 5, qui est représenté aussi de façon préfixée. Alors, il faut bien comprendre donc, que ce sont les sous-listes qui sont évaluées avant la superliste et donc on peut, de cette façon-là, évaluer n'importe quelle expression mathématique. Alors justement, à propos des représentations mathématiques des nombres, ce qu'il faut savoir, c'est que Lisp favorise la représentation des nombres de façon exacte. C'est-à-dire que lorsque c'est possible, il va utiliser une représentation avec des nombres rationnels, donc représentés en utilisant des fractions. Alors, on a un bel exemple ici, là, où on fait une division de 50 divisé par 6. Alors, le résultat exact de cette division-là, c'est 8 et 1 tiers. Donc, ça permet comme ça de manipuler de façon exacte nos opérations et ne pas accumuler des erreurs dues à un manque de précision. Or, quand c'est possible, c'est la représentation qui est favorisée, mais dans certains cas, il va falloir utiliser une notation inexacte. Alors, on va tout simplement utiliser les représentations irrationnelles. Par exemple, une fonction comme la racine carrée,
va souvent donner tout simplement un nombre fractionnel au lieu d'utiliser une représentation avec des nombres rationnels. Mais on peut toujours passer d'une représentation à l'autre, hein, comme on pourrait forcer l'utilisation du I3A 754 pour faire des opérations mathématiques. Alors, en général, quand on veut ça, on va utiliser le point. Alors, si je veux avoir une division avec des nombres points flottants de 50 divisé par 6, alors ben, vous voyez qu'en mettant le point, j'obtiens la représentation en I3A de 754. Et on voit que la précision n'est pas exacte cette fois-ci. On peut toujours passer de exact à inexact, mais il faut faire attention, il y a des conséquences à ça. Alors, si j'ai une représentation inexacte de 50 divisé par 6, puis je la rends exacte après, avec la fonction qui fait passer de inexact à exact, bien, vous voyez que la fraction devient beaucoup plus élaborée comparé à ce qu'on avait, là, un tiers qu'on avait tantôt. Bien, c'est dû au fait qu'avec notre division avec des nombres points flottants, on introduit une inexactitude et qui se répercute de cette façon-là. La même chose, on peut aussi utiliser la fonction truncate pour pouvoir, dans certains cas, laisser tomber les fractions. Alors qu'on soit dans une représentation exacte ou inexacte, le truncate va avoir à peu près le même effet. Sauf que dans le cas de la représentation inexacte, évidemment, ce sera une représentation en point flottant. Alors, jusqu'à maintenant, donc, on a montré comment on évalue des expressions en Lisp. Et il faut dire qu'il y a 4 formes spéciales d'expressions qui ne répondent pas à cette règle. Alors, les 4 formes en question, ce sont l'alternative, le branchement, les portées locales et la citation. Et on va regarder, bon, pourquoi ces 4 formes-là n'obéissent pas à la règle d'évaluation normale. Alors, commençons par l'alternative. Alors, l'alternative, c'est simplement le if qu'on doit avoir dans tout bon langage de programmation. Alors, vous comprenez que, bon, lorsqu'on a un if qui débute une expression, le prochain terme va être une expression qui doit retourner vrai ou faux. En Lisp, le vrai et le faux se représentent avec un dièse, le dièse T pour le vrai, le dièse F pour le faux. Alors, il faut que cette expression-là retourne vrai ou faux, hein. Notez que le égal tout seul désigne le test d'égalité dans ce cas-ci. On aurait pu mettre un plus petit, un plus grand, etc. Et donc, cette expression-là retourne bien un vrai ou un faux selon que x, ici, soit égal ou non à 0. Alors, là où la règle d'évaluation est un peu différente, hein, normalement, on a une fonction comme premier terme et ensuite, on a les arguments de cette fonction-là qui sont évalués, qui doivent d'abord être évalués pour pouvoir être utilisés par la fonction if. Alors, dans le cas du if, on va se baser sur le résultat de cette expression-là. On va se baser sur le résultat de cette expression-là pour déterminer si on doit évaluer la seconde expression ou la troisième expression. Seulement l'une de ces deux-là sera évaluée. Selon que l'expression ici me retourne vrai, alors c'est cette expression-là qui sera retournée, ou le résultat de l'évaluation de cette expression-là. Si on a une expression booléenne ici qui s'évalue à faux, c'est la troisième, en fait, le quatrième élément dans la quatrième expression dans la liste qui sera retourné, évalué et retourné. Donc, voilà l'évaluation spéciale du if. Maintenant, si on regarde le branchement conditionnel, il va fonctionner un peu de la même façon. Alors, c'est le compte qui va être très fréquemment utilisé dans des programmes Lisp ou Scheme. Alors, le compte, on a qu'est-ce qui suit le compte pour que celui-ci soit valide? Il faut avoir d'abord une série de paires. Alors, ces paires-là sont toujours formées de la même façon. Alors, on a une condition qui doit donc retourner vrai ou faux. Et si cette expression-là retourne vrai, on évalue la seconde
expression de la paire en question. Alors, si cette expression-là retourne vrai, on regarde la prochaine paire. Alors, la prochaine paire, c'est celle-ci dans ce cas. Alors, encore une fois, on est toujours basé sur les parenthèses pour subdiviser les différentes expressions. Alors, la seconde expression qui suit le compte, c'est encore une paire et ça doit toujours être comme ça. Le premier élément de cette paire-là, c'est une condition qui retourne vrai ou faux. Alors, si x est plus grand que x max, dans ce cas-ci, on va retourner faux. On va retourner vrai. Et si on retourne vrai, eh bien, on va évaluer cette expression-là, qui serait un atome qui aurait une valeur donnée. Encore une fois, si cette expression-là retourne faux, alors à ce moment-là, il faut aller explorer la prochaine expression, qui doit être aussi être une paire. Alors, vous voyez qu'ici, le premier élément de cette expression-là, c'est quelque chose qui s'évalue toujours à vrai. Donc, on va toujours avoir cette dernière condition-là remplie si on arrive jusqu'à elle. Et là, on va retourner X. Alors, finalement, cette longue expression-là, ce qu'elle fait, elle considère une valeur X et si cette valeur X est plus petite que X min, on va retourner X min. Si elle est plus grande que X max, on va retourner X max. Et si la valeur est entre X min et X max, alors à ce moment-là, on retourne la valeur X en question. Alors, voilà un exemple de petite expression là, qui fait un petit travail un peu plus élaboré. Euh, alors, encore une fois, c'est la première des expressions dans la séquence de paires qui est constituée par la liste qui va être retournée par la fonction compte. Si jamais aucune des paires en question retourne vrai, alors on va tout simplement retourner nil dans ce cas-ci, c'est la convention. Voilà, donc le branchement conditionnel, encore une fois, il est spécial parce qu'il faut évaluer les paires l'une après les autres. Et puis, dès qu'on en trouve une des paires dont la première expression s'évalue à vrai, à ce moment-là, on évalue la seconde expression. C'est la seule expression qui sera évaluée. Et on retourne à ce point-ci. On ne considère pas et on ne testera pas les prochaines paires. Donc, les conditions qui sont dans les prochaines paires ne seront pas testées. Voilà. Alors, un autre exemple un peu plus élaboré. Donc, vous voyez toujours le même principe. Hein? J'ai mon compte qui est ici. Donc, ce que je dois avoir après mon compte, ce n'est que des paires. Alors, c'est une liste de paires et chacune de ces paires-là, alors là, il faut bien regarder les parenthèses pour voir que la première expression qui suit le compte ici, c'est cette paire-là que je montre. Et cette paire-là, elle est constituée d'une première expression qui s'évalue à vrai ou à faux, mais on voit qu'elle est un peu plus élaborée. En fait, ce qu'on voit bien ici, c'est que cette expression-là, c'est un ou entre deux expressions qui s'évaluent aussi à vrai ou à faux. Alors, on peut lire cette expression-là comme étant si l'âge est inférieur à 3 ou supérieur à 65, alors on retourne vrai. Et puis à ce moment-là, si cette condition-là, elle est vraie, le compte va immédiatement retourner 0. Ce n'est que si cette expression-là est fausse qu'on va tester la prochaine condition qui serait dans ce cas-ci, est-ce que l'âge, alors encore une fois, on a un plus petit ou égal avec plusieurs expressions. Alors, si l'âge se situe, donc si 4 est plus petit ou égal à âge, qui est plus petit ou égal à 6, ce qui revient à dire que si mon âge est entre 4 et 6, alors on va retourner vrai. Et si on retourne vrai, la valeur de retour va être 0,5. La prochaine paire où on la montre ici, alors c'est le cas entre 7 et 12, on retourne 1, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière paire. Alors, la dernière paire, c'est celle-ci. Alors, c'est un else, hein, qui est un peu l'équivalent d'avoir mis une condition qui est toujours vraie ici. C'est une autre façon d'écrire la même chose. Alors, si le compte se rend jusqu'à cette dernière expression-là, on va retourner de façon garantie, on va retourner 2.0 dans ce cas-ci. Alors, il faut bien s'assurer dans toute expression Lisp que les parenthèses sont bien appariées. Alors, la dernière parenthèse correspond à la première parenthèse.
Alors, c'est ce qui rend un peu les expressions Lisp un peu plus difficiles à lire, c'est de s'assurer qu'on a un bon balancement des parenthèses. C'est pour ça que l'écriture d'une expression en utilisant plusieurs lignes, en faisant des indentations, ben, ça facilite beaucoup la lecture si on utilise un bon formatage de notre expression. La prochaine expression qui s'évalue de façon spéciale, c'est le let. Alors, le let nous permet d'introduire des définitions, des expressions, donc, qui vont s'évaluer à une certaine valeur. Alors, le let, dans ce cas-ci, la première chose qu'on doit retrouver, la première expression qu'on doit retrouver dans un let, c'est une suite de paires et ces paires-là sont constituées d'un identificateur et d'une valeur. Un identificateur et une valeur. On peut en mettre autant qu'on veut, mais ça veut dire qu'on va associer à l'identificateur, dans ce cas-ci, à l'identificateur C, on va lui évaluer la valeur, on va lui associer la valeur 3. Au D, on va associer la valeur 4 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on a défini tous les identificateurs qu'on voulait utiliser. Alors évidemment, dans ce cas-ci, moi j'ai mis une expression directe, un 3, donc un atome qui s'évalue, mais j'aurais pu mettre une expression mathématique, donc j'aurais pu associer C au résultat de la racine carrée de 7 et ainsi de suite. Donc on peut mettre une expression ici qui a la complexité qu'on veut, pourvu qu'elle puisse s'évaluer. Alors, une fois qu'on a la première expression, on a défini tous les identificateurs, bien, pour la prochaine expression, en fait, il pourrait y avoir plusieurs expressions, donc pour les expressions qui vont suivre, l'évaluation va pouvoir se faire en utilisant ces identificateurs-là qu'on a définis. Alors, si j'écris fois C fois D, alors ça va multiplier tout simplement la valeur de ce qui est associé à C avec la valeur qui est associée à D, ce qui va bien me donner la valeur 3 fois 4, 12. Alors, les lettres sont souvent utilisées justement de façon pratique, quand on a un programme qui commence à avoir une certaine complexité, hein, pour un peu avoir ce qu'on a l'équivalent de variables qu'on initialise dans un programme. Mais on a déjà dit qu'en Lisp, on ne va pas avoir d'affectation de variables, mais de façon commune, on va avoir des identificateurs, donc des atomes auxquels on va associer de façon commode des valeurs. Évidemment, dès qu'on va sortir de l'expression let, qui est en parenthèse ici, ces identificateurs-là ne seront plus reconnus. Finalement, la dernière fonction qui a une évaluation spéciale, c'est la citation. Alors, la citation se représente avec la fonction quote. Alors, la fonction quote me permet justement d'écrire une expression qui ne sera pas évaluée. Alors, si j'écris quote 1, 2, 3, on ne va pas essayer d'évaluer l'expression 1, 2, 3 et on ne pourrait pas, parce que si j'écris 1, 2, 3, la première expression de cette liste-là ne s'évalue pas à une fonction, alors on ne pourrait pas l'évaluer. Alors, pour empêcher que la machine list essaie d'évaluer cette expression-là, on utilise le quote. Alors, quand je dis le quote, c'est vraiment quelque chose qu'on peut écrire de façon textuelle, une fonction qu'on peut écrire de façon textuelle, ou on peut simplement utiliser le symbole quote pour pouvoir appeler cette fonction-là. Alors, quote 1, 2, 3 va effectivement empêcher l'évaluation de 1, 2, 3. Donc, on va retourner tout simplement la liste 1, 2, 3. Alors, juste pour être bien clair, ça veut dire que si je demande à la liste, écris-moi la valeur, l'atome pi, alors si on met un quote avant, il va évaluer, il va écrire à l'écran, il va écrire pi sans l'évaluer. Mais si je demande d'écrire pi, mais sans mettre la fonction quote, la fonction de la citation, donc, alors il va évaluer pi tout d'abord et il va retourner le résultat. Et ainsi de suite hein, pour les différentes versions de ça. Donc, retournons à notre présentation. Alors voilà, c'était pour la citation. Genre, j'ai déjà mentionné l'existence de la fonction list
qui permet de construire des listes. Et puis, souvent, on combine liste avec la citation. Alors, vous voyez qu'ici, il était important, si je voulais construire la liste avec les atomes A, B, C, comme A, B, C ne peuvent pas être évalués, hein, on n'a pas associé de valeur à A et B et C. Alors, à ce moment-là, si j'avais écrit simplement liste A, B, C, l'interpréteur liste m'aurait dit je ne peux pas évaluer A, je ne peux pas évaluer B, je ne peux pas évaluer C. Donc, en mettant la citation, j'empêche cette évaluation-là. Puis comme ça, j'ai une liste qui est constituée des symboles A, B et C. La même chose, hein, si je veux avoir, si jamais j'écris liste avec la citation ABC, alors ça veut dire que je vais avoir l'expression ABC dans une liste. Alors, je vais avoir une liste qui est faite d'une expression qui est la liste ABC. Si j'avais encore une fois, si je n'avais pas mis la citation ici, la liste ABC n'aurait pas pu être évaluée. J'aurais eu une erreur qui m'aurait dit que ABC ne peut pas être évalué parce que A n'est pas une fonction dans ce cas-ci. Voilà. Alors ça, ça complète notre exploration des expressions Lisp. Alors, comme on l'a vu, en Lisp et donc en Scheme, tout est basé sur la construction de listes et d'évaluation de listes. Merci. Au revoir.